Écoutez Radio Univers, la 108.0, il est 19h. The Incredible Radio Univers, fournisseur officiel, fournisseur officiel des autres radios. Recherche. SOC. Développement. Science. Thèse et mémoire. Thèse et mémoire, Childéric, Sessu. Et Gilles Biguezoton. Sessu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir est toujours renouvelé de vous savoir à l'écoute de la 108.0 FM et présent à ce rendez-vous scientifique pour la vulgarisation des travaux de recherche. La climatologie est un domaine indispensable qui influence aujourd'hui plusieurs domaines d'activité, mais à côté des connaissances scientifiques ou, si vous voulez, des interprétations données à tel ou tel autre phénomène par la science, les détenteurs des connaissances endogènes ont aussi leur point de vue sur ces différents phénomènes. Tenez, qu'est-ce que vous, en tant que fidèle auditeur de cette émission, pensez de la foudre, par exemple, du changement climatique qui aujourd'hui d'actualité, ou plutôt de l'arc-en-ciel? Pensez-vous qu'on peut effectivement provoquer la pluie? C'est une question qu'on se pose souvent. Et quelle est votre interprétation aussi dans l'interprétation de la science face à ces différentes réalités que nous vivons aujourd'hui? Vous le devinez certainement, loin de confronter la science et les connaissances endogènes, nous allons plutôt chercher les points communs et leur utilité. Pour faire cet exercice, nous recevons pour vous Amelou Saka Lafia, titulaire d'une maîtrise au département de géographie et aménagement du territoire à l'université d'Abomey-Calavi, avait l'invité à mener ses recherches sur les thèmes, je cite, perception endogène des phénomènes androclimatiques et activités saisonnières en milieu battons-nous dans la commune de Niki. Fin de citation. Amidou Saka est déjà avec nous dans ce studio. Amidou, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux fidèles auditeurs. Je le dis, on devrait vous recevoir ici dans ce studio le vendredi prochain, vendredi dernier, mais malheureusement ça n'a pas été fait parce que les réalités ne sont pas les mêmes par ici. Eh bien, nous sommes heureux de vous avoir ici ce vendredi quand même. Gilles, vous êtes également avec moi ici dans ce studio pour accomplir cette mission, la mission de tous les vendredis soirs, la vulgarisation des travaux de recherche effectués dans les universités publiques et privées. Gilles, bonsoir. Et Childéric Sessou, bonsoir. Vous avez bel et bien raison. C'est bien sûr notre passion tous les vendredis soirs. Et nous serons toujours là et pourvu que Dieu nous prête vie à mes auditeurs. Et nous sommes très très contents de vous savoir nombreux à l'écoute. Et cette émission est mise en œuvre par Luc Bogbe. Luc, on va permettre à notre invité Amelou Saka Lafia de bien s'installer. Mémoire, l'invité et son œuvre. Une fois encore, Amelou Saka Lafia, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre présent. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour nous quand même de présenter ce jour le travail que nous avons eu à réaliser dans le cadre de l'obtention du mémoire de maîtrise. Voilà, et justement, et que peut-on comprendre à travers les travaux que vous avez eu à effectuer? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais commencer par dire déjà que perception endogène des phénomènes hydroclimatiques et activités saisonnières, c'est le thème bien sûr de notre travail. C'est bien ça. Ce travail a été mené à Niki. Il faut dire tout simplement que ce qu'on peut comprendre de ce travail, d'abord c'est en deux phases. Il y a la phase qui s'occupe des phénomènes hydroclimatiques. Si je veux quand même séparer l'explication,
Je dirais tout simplement que c'est cette partie-là qui s'est occupée à tout ce qui a rapport aux perceptions qu'ont les populations sur certains phénomènes hydroclimatiques. Et quand on parle de phénomènes hydroclimatiques, il faut noter tout simplement que nous avons les phénomènes ayant rapport à la précipitation, à la température. Et quand on parle de phénomènes ayant rapport à la précipitation, nous pouvons citer l'inondation, et puis tout ce qui tourne autour de l'inondation. Et les phénomènes ayant rapport à la température, c'est la sécheresse que nous pouvons noter. De l'autre côté, les aspects ayant rapport aux activités saisonnières, c'est pouvoir démontrer comment est-ce que chaque saison fait appel à des activités spécifiques. Parce que quand on prend la saison pluvieuse, on sait que pendant la saison pluvieuse, il y a certaines activités qui sont plus développées que d'autres activités. Pendant la saison sèche, par contre, il y a certaines activités qui ne sont pas menées tout simplement parce qu'il y a déficit pluviométrique. Vous l'avez si bien dit déjà à l'entame de cette émission, et nous allons rester dans cette logique pour les prochaines minutes au cours desquelles nous allons faire cette émission, séparer donc les choses comme vous l'avez fait à l'instant. Avant donc d'aller à ce niveau, Amidou Saka, dites-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler sur ce thème? Quelles ont été vos motivations? D'accord. Avant de répondre à votre question, je tiens vraiment à me racheter comme ça, à me rattraper. Je tiens à remercier déjà tous les professeurs. Le professeur déjà, le docteur Vicin, SPD, qui a accepté quand même diriger ce travail, parce que c'est lui qui m'a permis de conduire ce travail à terme. Et tous ceux-là qui m'ont accompagné, à savoir Gervais, qui travaille sous la direction du docteur, Anselme, Hervé, tous ceux-là, Olivier, tous ceux qui travaillent sous la direction du docteur et qui n'ont ménagé aucun effort pour m'accompagner. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut dire que j'étais en train de demander les motivations, parce que certainement vous poursuivez un objectif certainement en travaillant ce thème. D'accord, merci beaucoup. Les motivations tournent autour tout simplement de 2 points. Le premier, c'est que on était vraiment passionné par tout ce qui concerne les phénomènes hydroclimatiques. Je dirais tout simplement la météo. On voulait savoir pourquoi il pleut par ici et il ne pleut pas par là-bas. Pourquoi quand la pluie veut venir, le soleil disparaît? Pourquoi, quand il y a l'arc-en-ciel dans le ciel, il ne pleut pas? Pourquoi? C'est ces interrogations qui nous ont motivés à aller vers ce travail qui nous a permis quand même d'aboutir à certains résultats. L'autre point de comprendre beaucoup de choses. Justement, de comprendre beaucoup de choses. L'autre chose qui nous a également motivés, c'est pouvoir dire un peu comment est-ce que, avant l'arrivée des perceptions, ou je dirais des techniques modernes d'identification des phénomènes, comment est-ce que nos anciens, nos parents, nos ancêtres arrivaient à identifier l'arrivée ou l'installation, l'annonce, je dirais comme ça, d'une saison. Comment est-ce que dans les années... Est-ce qu'il y a des indicateurs, vous voulez dire? Vous avez posé la question de savoir s'il y a des indicateurs, s'il y a des signes qui annoncent donc ces différentes saisons ou ces différents phénomènes. Justement, de façon endogène, de façon empirique. Comment est-ce que les gens expliquaient cela? C'était les deux interrogations qui nous avaient conduits. Mais pour aller plus loin, il faut dire qu'on nous avons posé des hypothèses pour pouvoir arriver. En attendant, vous avez certainement trouvé réponse à ces interrogations que vous vous êtes posées avant donc de vous engager dans ce travail, et dans la suite de cette émission, vous allez donc permettre aux auditeurs de pouvoir également prendre connaissance de ces réponses que vous avez certainement trouvées, parce que j'avoue, je suis aussi curieux et je pense que c'est pareil pour les auditeurs également. Alors, nous allons vous donner quelques minutes, juste en quelques minutes, comment est-ce que ces travaux ont été réalisés, quelle a été la feuille de route, il faut le dire de cette façon. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, pour tout travail scientifique, parce que l'université se veut d'abord scientifique. C'est bien ça. Donc, pour tout travail scientifique, il faut d'abord partir avec des interrogations. Donc, aujourd'hui, nous sommes partis d'un cadre général pour pouvoir aboutir à un cadre un peu plus spécifique. Donc, c'est-à-dire, nous sommes partis du général vers le particulier. Nous avons remarqué que dans le monde, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle... Personne ne peut aujourd'hui dire que le climat n'est pas important dans la vie de l'être humain. Donc le climat apporte beaucoup. Mais dans ce fait, il y a certains phénomènes qui font peur à la population et qui amènent la population à rester toujours perplexe, à rester toujours sans réponse. Et ces questions, c'est le vent violent, l'orage, la sécheresse, les inondations, qui, chaque fois que ces phénomènes arrivent, les populations n'ont pas toujours des justifications
comment justifier ça? Et il faut dire que de tout temps, les hommes ont toujours cherché à pouvoir maîtriser ces différents phénomènes, à savoir l'orage, la sécheresse, l'inondation, la pluie, mais ils ne sont pas arrivés. Donc, on s'est demandé quoi, on s'est posé des questions, on a cherché à savoir tout simplement quelles sont les perceptions des populations, battons-nous, sur les phénomènes hydroclimatiques. Est-ce que je peux déjà déduire que ce sont déjà les questions de recherche? Les hypothèses, voilà. Les hypothèses. Justement. Donc, quelles sont les perceptions des populations, battons-nous, sur les phénomènes hydroclimatiques et signes d'annonce de début et de fin des saisons à Niki? Parce qu'il faut le rappeler, Niki a été votre cadre d'études. D'études, justement. Et quelles sont, pour la deuxième interrogation, quelles sont les activités que développent les populations à l'approche ou à l'apparition de chaque saison? Ça veut dire quoi? Si on remarque que c'est la saison sèche, est-ce qu'il y a des activités spécifiques? C'était l'interrogation. Par la suite, on a eu des résultats que nous allons peut-être dévoiler dans la suite. Tout à fait. Les signes d'annonce, les signes endogènes d'identification des phénomènes hydroclimatiques et des saisons sont-ils toujours efficaces face à la variabilité que connaît les localités ou que connaît la localité de Niki? Donc, c'est à ces trois interrogations que nous avons essayé de répondre à travers, bien sûr, des objectifs qui ont été fixés. Et ces objectifs, l'objectif global, c'est de savoir, de contribuer tout simplement à une meilleure connaissance des perceptions endogènes des phénomènes hydroclimatiques et des indicateurs d'annonce de début et de fin de saison en milieu bas-riva. Cet objectif s'est décliné en des objectifs spécifiques qui, au nombre de 3. Le premier, c'est bien sûr d'identifier des perceptions endogènes sur les phénomènes hydroclimatiques et les indicateurs d'annonce, d'accord, de signes de début ou de fin de saison. D'accord. Le deuxième objectif spécifique, c'est de recenser les activités spécifiques développées à l'apparition de chaque saison. Et enfin, le troisième objectif, c'est de confronter les connaissances endogènes aux connaissances scientifiques. Pour voir un peu s'il y a un lien. Et pour pouvoir adopter tout ça, nous avons développé quand même une approche méthodologique qui nous a permis d'enquêter 223 ménages. Donc, 223 ménages ont été interrogés. Parce qu'il faut aller au contact donc de la population, de ceux qui sont au niveau de du secteur d'études. Et c'est ce que vous avez fait. Justement. Et nous avons étudié également des méthodes, des méthodes d'enquête ou de collecte de données. Il s'agit bien sûr du MAP, méthode accélérée de recherche participative ou méthode active de recherche participative, c'est selon ce que vous voulez. Qui nous il y a aussi le focus group, il y a aussi l'entretien entre des personnes ressources, d'accord, direct, qui nous a permis également d'avoir les informations. Et il faut signaler également que le choix a été porté sur toute la population, mais la population qui a été enquêtée, le choix a été dirigé tout simplement par le fait que ces populations sont des ménages, battons-nous, d'une taille au moins de 5 personnes. Il faut que dans cette famille, qu'il y ait au moins 5 personnes et que cette famille ou que le représentant de la famille ait une bonne connaissance du milieu d'études, que cette personne ait vécu au moins dans le milieu au moins pendant 15 ans. On peut déjà comprendre par là que vous avez adopté une méthode, comme vous êtes en train de le dire à l'instant, pour pouvoir donc réaliser ce travail. Alors, nous allons donc nous intéresser aux différentes étapes, comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Quand on prend par exemple la première hypothèse, à travers, vous voudrez bien la rappeler si vous voulez bien. L'hypothèse, c'est de savoir bien sûr les signes qui annoncent à la population le début et la fin des saisons. Alors, oui. Pourquoi ne pas trouver en même temps la réponse à cette question? La réponse à cette question, avant de trouver cette réponse, il faut dire que, comme vous l'avez dit, nous avons posé il y a eu une approche qui a été utilisée, et cette approche nous a permis, comme vous le voulez bien, d'aboutir à des résultats. Et déjà, quand on prend la perception des phénomènes hydroclimatiques, il faut dire que la population a une bonne perception des phénomènes hydroclimatiques. C'est le constat qui a été fait. Oui. Par exemple, quand on prend la sécheresse, la population, plus de 85%, de la population enquêtée est arrivé quand même à nous dire les signes qui permettent quand même d'identifier que la sécheresse est installée. Et la population parle de sécheresse quand il y a arrêt de pluie sur 5 à 20 jours. Arrêt de pluie sur 5 à 20 jours. Donc après ça, la population nous a quand même, on a eu à noter qu'il y a des signes. Et quand on parle de ces signes, il y a la flore, il y a la faune et il y a aussi la nature
l'observation de la nature à travers déjà la silhouette de l'homme, la silhouette par rapport... Si déjà on la sent à un certain angle. Angle très bien, voilà. Quand la silhouette prend un angle donné, ça veut dire que c'est la sécheresse qui s'annonce, ainsi de suite, ainsi de suite. Et déjà, au niveau de l'inondation, il faut noter que la population a également une très bonne perception et cela a permis déjà de noter le tisserand, qui est le tisserand gendarme, qui est un oiseau qui permet d'annoncer à la population, un oiseau, c'est vrai, de couleur jaune, qui permet d'annoncer à la population si la mousson sera d'une bonne quantité ou la mousson sera importante tout simplement. Donc là également, il faut être initié pour le savoir. Justement. Il y a aussi cet oiseau qu'on appelle le calao à bec noir, qu'on appelle Ambariba tiongo. Cet oiseau permet également de savoir si la sécheresse est proche ou si la saison pluvieuse va s'installer. Pourquoi? Parce que lorsque cet oiseau migre vers le nord, cela annonce le début de la saison des pluies. Parce que, comme les gens nous ont dit, la pluie ne touche jamais cet oiseau. Mais, vous savez, ce que les populations ont noté par la suite, c'est que cela n'est plus respecté. Désormais, la population a noté, c'est déjà les insuffisances de ce que la population nous a dit par rapport à cet objectif, voilà, ce qui a été fait. J'en venais, et si vous permettez, on va d'abord permettre aux auditeurs leur dire en fait que le principe, il demeure le même. Ils peuvent donc intervenir sur cette émission en envoyant donc des messages comme d'habitude au 66 95 89 88 66 95 89 88 ou plutôt le 64 66 le 66, 64, 92, 67, je répète encore une fois, 66, 64, 92, 67, ou plutôt le numéro Move 95, 29, 30, 62. Alors, Aminou, Saka, je suis curieux de savoir si nous, ici, dans ce studio, avec les auditeurs aussi. Avec Gilles, nous sommes curieux de savoir si, enfin, nous parlons de la science et vous êtes en train de faire comme ça le lien entre la climatologie qui est donc une science et les connaissances endogènes. Exact. Alors, c'est tellement intéressant que du moment où ces populations n'ont pas excusez du peu, n'ont pas étudié jusqu'à un certain niveau, elles n'ont pas ces connaissances données. Est-ce que vous pensez qu'il y a une crédibilité dans ce qui est donné comme information par ces populations? Il faut dire que la population se base toujours sur l'expérience. Parce que, au bon vieux temps, je dirais, pour revenir un peu en arrière, il faut dire que les connaissances scientifiques ont juste 4 siècles. Moins de 4 siècles. Moins de 4 siècles. Oui. Mais tandis que les connaissances endogènes ont plus de 5 siècles. D'accord? Ça veut dire quoi? Les gens se sont toujours basés. Il y a une expérience. Depuis Mathusalem. Voilà. Ils se sont basés sur ces phénomènes, sur ces modifications de la nature pour pouvoir prédire, pour pouvoir savoir quel temps il fera, pour savoir quel temps demain réserve ou qu'est-ce que la saison va donner comme prévision. Parce que déjà, à base de la saison, des signes de la nature, des modifications de la nature, on peut déjà prédire si la campagne agricole sera bonne ou pas. Donc, voilà. C'est un peu ce qu'on peut noter, mais ce mais vient pour dire tout simplement que ce que les populations disent, c'est pas à 100%. Parce qu'il y a des rites pour provoquer, par exemple, la pluie. On peut provoquer la pluie et en provoquant la pluie, cela peut avoir des conséquences. Voilà, on va parler de ça. Finalement, je reporte tout, J'espère qu'on va en parler avant. On va le faire, il y a pas de souci. Mais c'est parce que, excusez, Amidou Saka, c'est parce que, apparemment, vous nous devancez et puis, voilà. Bon, on va le faire de cette façon quand même. Alors, est-ce que vous, en tant que scientifique, et tout ce collège donc de scientifiques, vous êtes un jeune chercheur, vous l'avez fait, c'est à la faveur donc de l'obtention de votre maîtrise et vous avez travaillé sous la tutelle donc d'un enseignant, d'un docteur à l'université, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Oui. Alors, quel est le regard du scientifique par rapport à ces connaissances endogènes? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, l'Organisation des Nations Unies, qui est aujourd'hui l'organe qui s'occupe de tout ce qui concerne le développement du monde entier. Oui. Cet organisme a eu à prendre des décisions concernant la prise en compte des questions endogènes dans la planification des questions de développement. L'agenda 21, qui a été élaboré par les Nations Unies et repris par chaque pays, stipule que toutes les nations, ou tous les pays, si vous voulez,
parce que doivent désormais tenir compte, d'accord, du fait que les questions endogènes ne doivent pas être occultées, ne doivent pas être ignorées. Il y a par exemple le docteur Vissin qui, dans un de ses documents, dit ceci, il dit tout essai de développement qui ne tiendrait pas contre, d'accord, des questions endogènes serait à la prédiction. Voué à l'échec. À l'échec, tout simplement. Donc, il faut dire quoi? Il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on veut aller vers le développement et laisser de côté, surtout nous, pays africains, laisser de côté nos réalités, notre tradition, nos connaissances endogènes. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent revenir à l'enseignement de tout ce qui a rapport aux langues nationales? C'est parce qu'avec les langues nationales, il y a des incantations qu'on ne peut pas dire peut-être en français. Oh, l'enfant a eu tout le temps d'apprendre le français et de ne rien connaître. Il faut le dire, si ce n'est pas dit en enfant ou bien en langue nationale, ça voudra dire que ça n'aura pas son effet. Et on ne peut jamais traduire une incantation du fond au français. Voilà. Impossible. Donc, il est aujourd'hui important que les gens comprennent. C'est pourquoi aujourd'hui on veut tout faire pour ramener les langues nationales dans l'enseignement formel. Pour offrir une place de choix, aux connaissances endogènes. Justement. Parce que la connaissance, ça part d'abord par la langue. Le vaudounon qui est quelque part et qui peut vous dire qu'il aura plus, même si il vous donne ça, et puis vous n'avez pas le fond d'Abomey pour pouvoir bien dire ce fond, et c'est le fond de rue, le fond de rappeur de rue que vous voulez utiliser, ça ne va pas marcher. Il faut utiliser le vrai fond pour pouvoir mieux exploiter ce que ce vieux vous a donné. Donc, c'est pour ça, des fois, on dit, il m'a donné telle chose, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Or, en réalité, il y a juste la façon dont de faire. Voilà. Gilles? Oui, et Amilou Saka, de nos jours, est-ce que cela a toujours son effet? Parce que je ne dirais pas que l'évolution de la science a fait que toutes ces différentes pratiques n'ont plus leurs effets. Il faut dire que l'évolution de la science a fait que certains sont en train de délaisser ces connaissances. Oui. Et ils délaissent ça malgré eux. Parce qu'ils se disent toujours, selon les recherches que nous avons eu à mener, ils se disent toujours, malgré tout ce qui se passe, ils ont connaissance des questions ou bien de tout ce qui a rapport à la science, mais n'ont pas tout ce qu'il faut pour pouvoir l'exploiter. Voilà. Ça veut dire quoi? La population ne sait pas d'abord, comment se fait la collecte des informations pour pouvoir savoir si la saison sèche approche. La population ne sait pas quelles sont les techniques qu'on peut développer pour se dire, voilà, tiens, demain déjà, il aura plu. Comme la météo, on l'annonce chaque matin déjà à partir de 6 heures, voilà. Même donc, la veille. Justement, la population ne sait pas comment exploiter tout ça. Or, avec si ce que vous voulez, la météo paysanne, le paysan peut savoir déjà, demain, je peux prendre telle disposition parce que demain il aura plu. La position que la lune a présentée aujourd'hui me permet de dire que demain il aura plu. La position que tel oiseau ou bien le vol, parce que déjà quand vous voyez un oiseau qui vole un peu plus loin, cela veut dire quelque chose. Ça a une signification. Ça a une signification. Ça veut dire quoi? Il y a la vapeur. Vous savez que c'est la vapeur quand ça monte, la condensation de tout ça qui permet de former les nuages et qui donne par la suite, sous l'effet du vent, la pluie. Et dès que l'oiseau vole tout loin, c'est parce que l'oiseau sent, d'accord, une fraîcheur vers le bas et veut s'échapper pour aller bénéficier un peu de la chaleur vers le haut. Et ça veut dire quoi? Cela peut annoncer la pluie. Gilles Biguezoton, Luc Pogbe et puis à la partie technique, Evody Jock Benoît à la réalisation. Je ne vous le dis pas, il faut quand j'ai donc fouillé le document de Aminou Saka, j'ai découvert qu'il y a assez d'astuces et pour pouvoir donc permettre au Béninois de faire beaucoup de choses. Eh ben, je vais le garder pour moi. Donc, on va quand même permettre à Amidou Saka, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Vu que vous le fassiez dans un fond typiquement d'Abomey, donc vous aurez besoin de mes services pour que cela ait ses effets. Justement. Là, vous avez raison. Vous m'avez eu finalement. Alors, Amidou Saka, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut provoquer la pluie. Justement. Donc, sinon, dans un terme beaucoup plus scientifique, la précipitation. Oui. Alors, est-ce que cela est réel? À travers vos recherches, est-ce que les populations vous l'ont confié? Est-ce que c'est réel? Enfin, la curiosité à mon niveau, elle est très poussée. Merci pour votre curiosité, mais on dit souvent, la curiosité a tué le chat. La curiosité ne va pas vous tuer. Pas du tout. Notez que c'est vrai, la population a reconnu qu'on peut provoquer la pluie. Et
j'ai même eu la chance d'avoir quelques techniques. Vous avez essayé? Je n'ai pas essayé, je n'ai pas osé. J'ai eu la chance d'avoir quelques techniques pour provoquer la pluie que je ne vais pas quand même étaler ici. Voilà, parce ça, que ça se comprend. À la fin de cette émission, on va continuer dans les coulisses. Justement, il y a des techniques où il y a au moins 2 efficaces. Parce que, sans vous mentir, il y a un monsieur qui a essayé une technique et ça marchait. Parce qu'il voulait me montrer vraiment qu'il était fort, qu'il détenait ça et qu'il voulait me montrer. Et peut-être, je vais dire tout simplement le début et puis vous allez comprendre. C'est la technique qui a rapport au caméléon. C'est tout. Tout simplement. C'est dans le document. Donc, j'avoue que je n'y comprends rien. Oui, c'est Derek, je vous souhaite que moi, vous savez que je suis aussi curieux. Donc, cette méthode, je crois que je l'ai aussi. Voilà, c'est bien évidemment le 66, 64, 92, 67, 66, 64, 92, 67, ou plutôt le 66, 95, 89, 88, 66, 95, 89, 68 ou encore le 95, 29, 30, 62. Alors, oui, oui, Amilou Saka Lafia, est-ce que les paysans, parce que je prends par exemple la page 36 de votre document où vous, il est écrit que populations sur les variabilités climatiques. Bien sûr, bien sûr. Et en bas, il est écrit que le tableau 6 montre que les paysans et Batombo se servent de l'écoute de la nature pour prévoir le temps, les signes relatifs à la flore occupent une place de choix dans l'identification des saisons selon 45% des enquêtés. Est-ce que là, avant que le paysan n'arrive à distinguer ou bien à voir ou bien à connaître ces paroles, est-ce qu'il faut être initié ou bien même le simple profane peut dire quelque chose qui aura son effet? Vous savez, l'habitude, c'est une seconde nature, dit-on. Et depuis que ces populations ont commencé par pratiquer ces techniques, il faut dire que le petit qui approche, parce qu'ils ont toujours dit, c'est sage, lorsque le petit ne m'approche pas, je ne lui donnerai rien de ce que je sais. Voilà. Ça veut dire quoi? Les jeunes aujourd'hui ne sont pas curieux, comme vous. Bon, je ne dis pas que vous n'êtes pas curieux, c'est-à-dire ils ne sont pas curieux comme vous, ils ne veulent pas savoir. Voilà. Donc, qui est bien dit. Voilà. Donc, dès que vous êtes intéressé par ce que le vieux détient, vous allez vers lui, il va vous dire. Par exemple, pour preuve, moi, je n'ai pas eu de difficulté dans ces travaux. D'abord, ils étaient même ravis de nous donner tout ce qu'il y a comme information parce qu'ils voulaient que ça soit, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai donné, c'est moi qui détiens cette information. Donc, il faut dire tout simplement que la population, pour répondre à votre question, n'a pas besoin d'être initiée, c'est juste l'expérience. Il faut, à force d'être à côté du vieux, le vieux dit, ben voilà, tu as vu telle fleur, c'est parce que il y a tel oiseau qui s'est posé là et l'oiseau s'est posé là, c'est parce que la pluie d'ici 2 semaines va démarrer. Donc, chaque chose a sa signification. Ça, c'est clair. Oui. Et entre la faune et la flore, quel est l'élément le plus dominant? Voilà, l'élément le plus dominant. Ou qui permet le plus d'identifier. Le plus d'identifier. Vous savez, la population aujourd'hui a confié quelque chose qu'on a vérifié et qui s'avère vrai. C'est les perceptions, c'est-à-dire la variabilité climatique. Aujourd'hui, avec la variabilité climatique, les forêts sont détruites. Si vous permettez, les forêts sont détruites. Et cela a fait que certains animaux, parce que quand on parle d'animaux, c'est la faune, et la faune, bien sûr. Oui, c'est bien ça. Certains animaux ont disparu, et c'est la flore qui reste. Et cette flore qui reste ne répond plus efficacement comme par le passé. Parce qu'il y a certaines flores, qui sont en train d'être détruites aussi par les feux de brousse. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce qui reste et ce que la population a et qui peut servir vraiment de boussole, c'est la flore. La flore. Mais néanmoins, il y a la faune qui est également là, mais avec la flore, elle permet plus de voir clairement, de percevoir tout ce qui concerne ces phénomènes et ces perceptions. Il y a d'autres phénomènes aussi que j'ai cités à l'entame, sinon dans mon introduction, la foudre et également l'apparition de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, merci beaucoup. Vous savez, il y a certains phénomènes que les Blancs, ils expliquent ça de façon scientifique. Même à l'université, quand vous allez dire à un professeur que la foudre, mon grand-père m'a dit que c'est ça, il va vous dire non. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces messieurs-là. La foudre, c'est un phénomène qu'on peut provoquer. Mais le scientifique va vous dire non, c'est pas différence de potentiel, de charge qu'il y a eu la foudre. C'est parce que tel nuage était chargé positivement,
et le sol est chargé négativement, qu'il y a eu foudre, et voilà, ça crée tel dégât. Mais non. Pour la population, la foudre peut battre ou peut surgir quelque part si il y a eu vol, si il y a eu mauvais comportement, si des gens n'ont pas respecté ce qui est défini, des règles définies dans la société, les lois de la nature, naturellement la foudre peut agir, mais pour eux c'est que c'est Dieu qui agit. Voilà. Pour châtier, pour châtier un peu la population. Dans le même temps, on peut provoquer la foudre. Provoquer la foudre, ça veut dire quoi? C'est dès que quelqu'un vous fait du tort, vous jetez ce mauvais sort sur la personne. Dès que vous jetez ce mauvais sort sur la personne sera frappée, si vous me permettez, comme ça, par la foudre. Et dès que la foudre frappe, il faut dire qu'il y a des éléments qu'on peut observer, des éléments physiques. J'ai pu photographier 2 pierres. Parce que lorsque la foudre frappe, il y a 2 pierres qui tombent. Et ces 2 pierres ne restent pas statiques. Cette pierre, lorsqu'elle tombe, commence par bouger. Et il faut des cérémonies pour pouvoir extraire, retirer ces pierres, et ces 2 pierres, il y a le mâle et puis la femelle. Alors finalement, ça devient intéressant, mais il y a quand même, j'ai quand même des raisons pour, émettre quelques doutes. Bon, est-ce que c'est des doutes? J'aimais quand même ma question, je vais vous la faire, cette question. Du moment où l'interprétation, du moment où il y a plusieurs interprétations, qu'est-ce que le Béninois lambda, parce que nous sommes au Bénin, peut tirer, peut garder donc de ces différentes interprétations? Est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un qui fait économie de vérité? Dites-moi, vous voulez parler là du scientifique et de la population ou de celui-là qui est garant des questions endogènes? Oui, celui-là qui est garant des questions endogènes et les scientifiques entre et les deux. Est-ce que vous constatez qu'il y a quelqu'un parmi eux deux qui ne dit pas tout, qui émet des réserves, qui parle avec certaines réserves? Je crois que la science a ses outils d'étude, ses outils d'analyse. Oui. Le paysan a également ses outils d'analyse. Et on ne peut pas opposer ces outils. Il faut dire tout simplement que lorsque vous êtes scientifique, vous avez votre regard sur certains faits, sur certains phénomènes. Lorsque vous êtes détenteur de savoir traditionnel, vous avez vos outils. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui de comparer par exemple l'outil de travail d'un menuisier et l'outil du travail du plombier. Ça c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. C'est différents outils. Voilà. C'est pas les mêmes choses, mais des fois, il peut y avoir des outils qui se ressemblent. Des outils qui se ressemblent, mais cela ne veut pas faire forcément la même chose. Il faut dire tout simplement, je ne pourrais pas dire, c'est la science qui a raison, c'est les détenteurs de savoir endogènes qui ont raison. Mais ce que je peux dire après ce travail, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il est important de concilier les deux, c'est-à-dire les savoirs scientifiques et les savoirs endogènes pour pouvoir permettre à la population d'être mieux située. Parce que si la population sait que tel phénomène peut de façon naturelle agir et le scientifique a permis d'expliquer, et également avec les connaissances endogènes, on peut essayer d'apporter des touches, cela permettra à la population d'être mieux avertie. Voilà. Parce que si vous êtes averti, cela vous facilite quand même l'adaptation, plus que quelqu'un qui n'est pas averti. Quand vous n'êtes pas averti, vous avez du mal à vous adapter, mais quand vous êtes averti, facilement, vous pouvez vous adapter. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que les recherches, après avoir effectué ces recherches, est-ce que vous pensez que entre je dirais Niki, oui, il faut le dire comme ça, entre ou bien le milieu bâtonneau et le milieu fond, ou bien les autres milieux, est-ce qu'il y a des différences ou bien c'est pratiquement les mêmes choses d'après vos recherches? Merci beaucoup. Vous savez, il y a certains qui ont déjà mené des recherches, pas à Niki, mais ailleurs, dans le Bénin, voilà. Mais pas dans le même département ni dans la même commune. Il faut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que au Bénin, le seul Bénin là, nous avons plusieurs types de saisons. Oui. D'accord. Donc la faune que nous avons au sud, c'est pas les mêmes faune que nous avons au nord, au sud, au centre. Oui, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que le climat est modifié, ça veut dire quoi? L'état, la morphologie même des êtres qui s'y trouvent se modifie également. Ça veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas rapporter tout ce que nous avons eu à Niki, au sud, ou peut-être à Abomey, pour pouvoir les transcrire, les rapporter, les donner à la population. Donc, il faut dire tout simplement que aujourd'hui,
ce que nous avons fait à Niki, c'est valable pour les zones où nous avons certaines espèces que nous avons pu citer dans le document. Par exemple, au sud ici, il y a certains oiseaux qu'on ne peut pas trouver. Il y a certains arbres, certaines plantes qu'on ne verra jamais, certaines espèces qu'on ne verra jamais. Voilà. Donc, on ne peut pas se baser forcément sur ces genres d'espèces. Alors, quelques difficultés, vous le sentez, je le disais, quelques difficultés, vous le sentez certainement dans la voix. Mais on va y aller de cette façon. Alors, nous allons nous intéresser à présent aux activités saisonnières que vous avez énumérées en début d'émission. Merci beaucoup. Vous savez, c'est cette partie qui est aussi intéressante parce que il ne sert à rien de mener une étude sans pouvoir dire à quoi ça va servir. Déjà, la population de Niki reconnaît tout simplement que ceux qui ont été enquêtés que l'agriculture et l'élevage sont plus développés pendant la saison des pluies. D'accord? Parce que l'agriculture absorbe 70% de la population à Niki. Et l'agriculture ne peut pas être dissociée, vous le savez bien, de l'élevage. Parce que la plupart de ceux-là qui sont des éleveurs sont également des personnes qui pratiquent, qui cultivent la terre. Donc également des cultivateurs, tout simplement. Et au niveau de la saison sèche, il faut retenir que il y a la vannerie et la forge. Parce que la vannerie... Oui, il faut le préciser pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, la vannerie, c'est, bon, le vannier, c'est celui-là qui fabrique des paniers. Voilà, les paniers, éventails, nattes, tout ça. Donc, c'est un peu cette activité qui est plus développée pendant la saison sèche. Pourquoi? Parce que c'est, pour le bâtonneau, la saison sèche, c'est une période de repos. Une période, comme on dit, de trêve. Où on se repose, il faut attendre la saison des pluies pour mieux travailler, on s'occupe d'autres choses. Et c'est en cette même période que la population s'occupe plus des orchestres de musique que vous voyez, des groupes de musique que les gens développent. Maintenant, en toute saison, ou de toute saison, il faut retenir qu'il y a la pêche et la chasse. Voilà. Et quand je parle de la chasse, il y a deux types de chasse. Il y a la petite chasse qu'on appelle le tassourou. D'accord? Le tassourou, Ambariba, et la grande chasse qu'on appelle Damarou. Bon, petite chasse qu'on appelle Damarou et la grande chasse qu'on appelle tassourou. Et le Damarou, ça se pratique pendant la saison sèche où on peut mettre le feu quelque part dans les environs Voilà, on court un peu pour attraper les rats et puis les gibiers. Voilà. Maintenant, par contre, la grande chasse qui est développée en toute saison, elle est plus développée en saison des pluies. Parce que les animaux vont se réfugier là où on ne peut pas les voir. Voilà. Et là, le chasseur courageux, le chasseur qui peut vraiment affronter ces animaux, va à leur nid et essaie de les dénicher. Voilà, et Amidou Saka a une question d'un auditeur qui dit salut le plateau et qu'il aimerait demander si la pratique endogène est praticable au-delà du Bénin. Très belle question. Ouais, je réponds en même temps, c'est ça? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des pays, je dirais, si je prends d'abord l'Afrique, ont développé cette connaissance-là, endogène. La plupart des pays savent qu'il y a quelque chose qui existe de façon endogène. Que ce soit le Niger, le Burkina, vous allez sur Internet, vous tapez tout ce qui a rapport aux connaissances endogènes. Il y a une liste qui va sortir. Surtout, aujourd'hui, le Niger est en avance sur le Bénin sur ces questions de connaissances endogènes. Parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'eux, ils ont tout essayé, ça n'a plus rien donné. Il y a l'avancée du désert, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Désormais, ils ont commencé par bombarder les nuages. Ils bombardent les nuages, c'est ce qu'ils ont trouvé, la science a trouvé. Mais également, ils utilisent les faiseurs de pluie. Les faiseurs de pluie qui appellent la pluie et puis il pleut. Et puis en son temps, le Bénin aussi a failli le faire. Justement. Et finalement, on l'a pas fait parce qu'on a prié. On a prié. On a fait recours aux connaissances endogènes. Justement, les connaissances, les vaudous ont prié, tout ça, et la pluie est venue. Dans les églises aussi. Justement. Même si à un certain moment donné, c'était de trop. C'était vraiment opportun. C'est votre avis, Gilles Bigozoton? C'était opportun, je crois. Voilà, si vous permettez, thèse et mémoire, c'est plusieurs étapes et comme on a l'habitude de le dire, on ne peut pas faire des rituels si on ne serait pas en mesure donc de les mettre, si on ne peut pas être en mesure donc de les mettre au service du développement. Alors, nous allons chercher à savoir ce que les recherches effectuées par Amidou Saka peuvent apporter au service, peuvent apporter pour le développement de ce pays, le Bénin. Thèse et mémoire au service du développement. Amidou Saka, comme je l'ai dit à l'instant, alors vous avez effectué des travaux de recherche pendant une période donnée
vous avez pu donc faire la soutenance. Dites-nous comment est-ce que ça peut être utile tout ce que vous avez effectué et qui sont les cibles? Merci beaucoup. Vous savez, au thème de ce travail, nous avons eu à faire des suggestions parce qu'on a vu que dans l'ensemble, il y a des trucs qu'il faut d'une manière ou d'une autre raccommoder, il faut d'une manière ou d'une autre retrouver. Ça s'adresse à tout acteur de développement, d'accord, de la zone d'études. Tous les acteurs de développement, que ce soit les autorités de la mairie, tout cela, ils doivent essayer de s'occuper de cette question que nous avons eu à débattre. Voilà. Donc, nous avons également suggéré à ce que désormais l'autorité, c'est-à-dire l'État, prenne en charge. C'est-à-dire l'État, s'il n'y a pas de l'État, c'est les services qui s'occupent de la climatologie prennent en compte, d'accord, les connaissances endogènes d'identification des saisons et des phénomènes hydroclimatiques. Voilà. Parce que en délaissant ces connaissances, ça veut dire quoi? On ne veut pas vraiment du développement. Parce qu'on sait que plus de 50% de la population est analphabète. Et cette population est rurale. Et en milieu rural, on ne sait pas, on ne s'occupe que de ce qui a rapport à la tradition. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner une force à ces connaissances endogènes, encourager ceux-là, encourager tous ces détenteurs-là, voilà, ces sages, ces acteurs à mieux développer leurs connaissances. Donc, en gros, c'est ce qu'on a pu faire et on a voulu également qu'il y ait désormais, d'accord, des groupes pluridisciplinaires sur le changement climatique ou, si vous voulez, sur la gestion des ressources naturelles à Niki. Parce qu'on se dit, si il y a ces groupes-là, il y a les scientifiques, il y a les détenteurs de savoir endogènes, ils pourront mieux conjuguer leurs efforts pour pouvoir faire développer la commune et d'une manière ou d'une autre le Bénin. Le Bénin. Oui, une question d'un auditeur parlant de la faune. Est-ce que vous aviez vu vous avez constaté bien sûr la présence du rôlier. Je crois qu'il veut parler du rôlier Aniki et quel son sens, Aniki, bien sûr, c'est Germain qui nous l'a envoyé. Merci beaucoup pour le rognier. On a bien vu le rognier. Le rognier existe à Niki et ça permet à la population, ces branches permettent à la population de pouvoir faire le panier, les nattes, tout ça. Il faut dire que le rognier, dès que ça mûrit, le rognier à Niki, comme ce qu'on a reçu comme perception de la population, dès que le fruit mûr tombe, c'est que cela annonce le début de la saison pluvieuse. Le fruit mûr, dès que ça tombe de lui-même de l'arbre, cela annonce le début de la saison pluvieuse. Le fruit mûr, dès que ça tombe, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est monté pour cueillir. Le fruit est tombé de lui-même. Donc, il est mûr. Justement, la population sait que, tiens, il y a la saison pluvieuse qui s'annonce. Vous étiez en train de parler à l'instant des activités aussi qu'on peut, des activités saisonnières. Quand j'ai bien souhaité qu'on passe donc à la prochaine étape, est-ce que vous avez encore une précision? Ce que j'ai envie de compléter, c'est qu'il faut dire à Niki qu'il y a des rites qui se font en cas d'indigence pluviométrique. Quand il y a indigence pluviométrique, ça veut dire quoi? Quand la pluie tarde à venir ou quand il y a difficulté au niveau de la pluie, ça vient une fois et ça coupe pendant une semaine, ça revient après. Il y a des cérémonies, des rites que la population développe. Il y a par exemple une mare, la mare de Kobi, qui est quelque part à Niki. Et au niveau de cette mare, il est souvent organisé des cérémonies pour invoquer la pluie. Et selon les dits des détenteurs de la tradition, surtout de la cour royale de Niki, lorsque le fond de la mare est rempli de boue et que la boue empêche l'eau d'être plus limpide, cela crée d'indigence pluviométrique. Alors qu'est-ce qu'il revient de faire? Il revient de sacrifier une bête à cette mare et de creuser le fond. Et avant même que ceux qui ont exécuté ce rituel-là ne retournent chez eux, la pluie vient. Donc, et les gens l'ont expérimenté. Ils l'ont expérimenté, puis ça a marché plusieurs fois. Les gens reconnaissent ça comme aujourd'hui un rite très très efficace. Il y a également un rite qui consiste à faire la ronde de la ville, la ronde du quartier, en étant nu, en tapant des calebasses et des objets, tout en chantant Garoura Soussou, Garoura Soussou. Il y a aussi ces faiseurs de pluie qui a une technique qui se transmet de père en fils. J'ai encore deux questions parce que ces deux questions me tiennent vraiment à cœur. Je voudrais bien avoir les réponses. On n'a plus assez de temps malheureusement, mais vous allez répondre très rapidement. La première,
vous l'avez annoncé il y a quelques minutes. Alors, les risques, c'est bien d'avoir des connaissances endogènes, mais est-ce qu'on ne coupe pas, est-ce qu'on ne coupe pas un risque en voulant donc provoquer la pluie, en donnant une telle ou telle autre interprétation à tel phénomène? Vous savez, l'arc-en-ciel, pour revenir rapidement, je vais répondre sur l'arc-en-ciel et pouvoir dire une minute. L'arc-en-ciel est perçu d'une autre façon que le scientifique. Le scientifique, lui, traduit ça autrement. Mais en milieu bariba, lorsque l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel, ça veut dire quoi? L'arc-en-ciel vient dire qu'il n'y aura pas plu. Lorsque vous voyez l'arc-en-ciel dans le ciel, ça veut dire l'arc-en-ciel vient absorber, selon la population, la pluie qui devait venir. Mais l'arc-en-ciel dans le même temps, lorsque l'arc-en-ciel sort plusieurs fois dans l'année, ça veut dire quoi? L'année sera très riche, très bénéfique pour la population. Voilà. Maintenant, des inconvénients, il y en a toujours. Lorsque vous provoquez la pluie et vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous ne disposez pas de force nécessaire pour contrer l'ennemi qui peut peut-être vous tenter, cela risque de tourner contre vous. Vous pouvez provoquer la pluie et il va pleuvoir sur plusieurs jours sans que la pluie ne s'arrête, ou vous pouvez provoquer la pluie et lorsque la pluie va vouloir s'arrêter, ça va finir avec la foudre et la foudre risque de s'abattre sur vous. Voilà, celui qui a provoqué. Voilà, ce faisait là. Justement. Alors, l'autre question, c'est aussi de savoir finalement quel est le lien entre... Pardon, finalement, c'est pas parti, ce chat. Quel est le lien entre donc la science et les connaissances endogènes? Je crois, les scientifiques et les détenteurs donc des connaissances endogènes. D'accord. Les populations sont donc conscientes qu'il existe donc des techniques modèles, c'est-à-dire la climatologie, la météo, d'identification des saisons, mais affirment ne pas bénéficier de leurs services. Donc le lien qu'il faut rétablir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il existe des connaissances endogènes et que ces connaissances, d'une manière ou d'une autre, apportent de plus-value à la population. La population s'inspire de ces questions pour pouvoir mieux mener leurs activités. Et dit aujourd'hui que nous allons bannir ces perceptions des populations sur les phénomènes hydroclimatiques, c'est amener tout simplement la population à délaisser ce qu'ils ont comme connaissance, comme savoir-faire, comme activité tout simplement. Vous n'allez pas échapper, Amidou Saka, à la tradition. Dites-nous très rapidement, c'était quand donc la soutenance et puis la mention? Question, hein. Bon, vous permettez, avant de répondre, je vais situer Niki parce qu'on ne l'a pas fait. Niki, c'est situé quelque part. Hein, rapidement. On n'a plus vraiment assez de temps. Et de l'autre côté, il y a Evody Djogbenou aussi qui est en train de faire de grands gestes. D'accord. Il faut dire tout simplement que Niki, c'est situé quelque part dans le Borgou. D'accord. C'est un pays qui est, bon, je dirais pas un pays, hein. C'est le siège de la civilisation Batonou au Bénin. Et il faut dire que les Bariba sont originaires du Nigeria, de Boussa au Nigeria. Et donc, Niki, c'est un peu frontalier au Nigeria. Donc, c'est un peu à 21 km du Nigeria, c'est-à-dire de la frontière du Nigeria qui est le Chikandou. Et j'avais raison de dire que vous n'alliez pas échapper à la tradition. Alors, la date de la soutenance et puis la mention. C'était en 2013. En 2013, la mention, bon. Elle est passée. Oui, la mention, elle n'est pas importante. On voudrait bien la voir si ça ne vous gêne pas, Amidou. D'accord. C'était mention très bien. Voilà. C'est bel et bien important. C'est important. Alors, comme on a l'habitude de le faire ici, c'est une tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bien, de l'autre côté de la belle vitrine et dans ce studio ici, on vous décerne donc toute notre satisfaction pour ce travail que vous avez effectué. Amidou Saka, on n'a plus assez de temps. On va donc finir en quelques mots, en quelques minutes, votre mot de la fin. Quelques secondes. Merci beaucoup. Je crois que la réalisation de ce travail nous a permis d'avoir des expériences. Et nous voulons pas rester sous nos lauriers pour dire que voilà, nous avons fini et il faut rester les bras croisés. Nous sommes encore disposés, ouverts à pouvoir aider d'autres personnes qui ont envie de mener des études, de mener des enquêtes dans ce domaine. Nous sommes vraiment disposés à les accompagner. Et il faut dire tout simplement que nous remercions tous ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la réussite de ce travail. Les parents qui ont également mis les moyens et tous les amis qui nous ont soutenus, également vous, qui avez voulu quand même mettre sur tapis ce travail que nous avons fait, parce que sans vous, ce serait resté dans les tiroirs, peut-être quelque part dans la salle de documentation de Radio Uni. Merci à vous aussi. L'université. Merci à vous aussi, Amidou Saka, d'être passé. C'était un plaisir de vous avoir reçu ici sur cette émission. Et puis on dit aux amis auditeurs, le principe c'est plutôt de nous envoyer des messages, pas d'appeler, pour nous aider donc à parfaire, à bien faire cette émission. Merci d'avoir été là. Gilles Biguezoton. Très rapidement, aucun développement n'est possible sans la peur des valeurs endogènes.
endogènes dans la climatologie au Bénin. Beaucoup de signes existent et permettent de distinguer une saison d'une autre. L'identification des saisons est bel et bien possible grâce à la connaissance des valeurs endogènes. On n'a pas vu le temps passer. Telle mémoire de ce vendredi 24 janvier 2014 et perception endogène des phénomènes hydroclimatiques et activités saisonnières en milieu Batonou dans la commune de Niki. Voilà le thème sur lequel Amidou Sakalafia a effectué ses recherches. L'homme est nanti d'une maîtrise au département de géographie et aménagement du territoire.